Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast, on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft. Je m'appelle Mario Cardinal et je suis accompagné de Guy Barrette. Salut Mario, comment vas-tu en cette superbe journée de début de l'été? Je vais comme la journée. Je sais que je suis dans ma superbe. 20... chaud et humide. Non, c'est pas chaud et humide aujourd'hui, on est bien dehors. Là. Profitez des belles journées d'été quand on en a, parce qu'il n'y en a pas tant que ça au Québec. Oui, des fois, il faut pas cligner des yeux. Là. Non, mais on a une belle journée. En tout cas, c'est... Outre le fait qu'il fait beau aujourd'hui, je pense qu'il faut apprécier... moi, j'aime ça, le fait qu'au Québec, la température change. On fait 3 mois. De 3 mois, c'est toujours changeant. On n'a pas le temps de s'habituer. Moi, j'aimerais ça 12 mois comme ça, là, ici. Ouais, toi, tu pourrais aller vivre en Floride. Non. Non, moi, c'est ça. Moi, j'ai vécu un an en Californie, puis après 6 mois, je m'ennuyais. Je trouvais que ça manquait de changement. Quand c'est la 68e journée en ligne que tu te réveilles, puis qu'il fait soleil, tu te dis, il pleut jamais ici. Puis je me souviens, il y avait une journée, il a plu. Moi, j'étais tout content. J'étais dehors, sous la pluie. Je dansais quasiment sous la pluie. Puis les Californiens, eux, ils étaient tous tristes. Ils arrêtaient au bar, puis là, ils chignaient en disant « Mais il pleut! » Puis là, je regardais, je dis « Mais c'est votre première journée de pluie dans 3 mois, là. » Puis en plus, tu sais, après la pluie, ça sent bon, hein. Nous, on connaît ça au Québec, on sait que ça sent bon, la pluie. Donc là, les fleurs ont sorti, ça sentait bon. Tandis qu'en temps normal, ça puait. OK. C'est le plaisir de vivre dans un endroit où il ne pleut jamais. Si on peut appeler ça le plaisir. Écoute, Guy, aujourd'hui, on rencontre Dominique Saint-Pierre. Bonjour, Dominique. Bonjour. Salut. Merci de m'inviter. Oui. Ça fait plaisir. Nous, on est contents parce qu'on va faire une émission avec toi sur Xamarin, qui est une plateforme pour être capable de faire du développement mobile rapidement, qui s'adresse aux développeurs qui ont un background Microsoft.net, c'est ce qu'on va expliquer. Oui. Puis, écoute, Guy, il y a quoi? Ça fait un peu un an que tu me parles de Xamarin, puis que ça t'intéresse. Oui, au niveau du développement d'applications mobiles, effectivement, là, c'est une plateforme qui évolue rapidement. C'est ça qu'on va discuter un petit peu. Puis, je pense que tu étais content de trouver quelqu'un. Ben oui, pour en parler. Oui, c'est toujours le plaisir. Écoute, on discutait un petit peu avant l'émission. Tu connais la formule. Pour aider nos auditeurs à mieux te connaître, on va brosser rapidement le portrait de qui tu es, Oui. un peu ton background. Et ensuite, on va parler de Xamarin. Puis vu que c'est un podcast, on ne peut pas comme donner des exemples de code, mais l'idée, c'est de présenter à haut niveau. Oui. Écoute, ça fait déjà quoi, 13-14 ans maintenant que tu as fini l'école? Oui, grosso modo. Oui, hein? Puis, donc, tu as fait tes études en informatique, puis, comme beaucoup de finissants, tu es allé travailler chez un employeur. Tu n'es pas parti à ton compte. Aujourd'hui, tu es à ton compte, mais... Non, j'ai commencé dans le bas de la cave aussi. Là. C'était le premier emploi que j'ai eu, là, c'était assez difficile. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était assez difficile. Ben, j'avais eu une opportunité d'aller chez Hershey, Canada. Puis là, à l'école... Ceux qui font les barres de chocolat. Oui, les barres de chocolat. Fait que c'est ça, à l'école, ils nous avaient un peu monté la tête là, avec le salaire qu'un programmeur devrait avoir à l'année 1, si on veut. Donc, c'est ça, j'avais retourné l'offre de Hershey. Puis après ça a été difficile de me retrouver quelque chose, mais j'ai été chanceux. J'ai parti en bas de l'échelle, puis j'ai commencé .NET en 2001 aussi. Mais souvent, on oublie ça, c'est qu'on peut commencer avec un salaire plus bas, mais les 4-5 premières années, on monte vite notre salaire. Oh oui, non, cette expérience-là était excellente. Là. J'ai comme toujours travaillé dans des petites entreprises. Puis, ouais, je regrette vraiment pas là, cette expérience-là. Donc, tu te retrouvais à faire du développement.net. Oui. Puis, autour des années 2006-2007, tu décides de te lancer à ton compte. Oui, je voyais des soumissions passer dans l'entreprise où j'étais. Puis, à un moment donné, j'ai dit... Oups, ben, peut-être que je pourrais essayer ça moi aussi parce que je trouvais que c'était faisable. Là, je veux dire, c'est mon côté entrepreneurial qui ressortait un peu. Puis, donc là, il y a souvent comme deux chemins quand on va à notre compte.
il y a le chemin où, essentiellement, on veut se vendre comme consultant. Mhm. Puis là, on peut utiliser il y a des réseaux, les agents solo, donc différentes organisations pour réussir à se faire connaître. Il y a aussi des firmes qui font du placement. Puis il y a un autre chemin qui est littéralement où est-ce que là, on va littéralement rencontrer les clients puis faire des soumissions. Souvent, on va essayer. Ça, c'est le chemin quand on veut vraiment créer une boîte avec plusieurs employés. Ouais. Tu as fait un chemin peut-être un peu hybride? Oui, parce que moi, j'ai un problème aussi. J'ai un handicap visuel, donc ça me donnait un petit problème de plus à aller rencontrer le client. Donc, mes déplacements, je pouvais pas les faire aussi facilement que monsieur, madame, tout le monde ou développeur standard, si on veut. Donc, j'ai plus opté sur le bouche-à-oreille. Quand j'ai quitté mon emploi, mon employeur est devenu mon premier client aussi. Puis après ça, le bouche-à-oreille, ça a bien marché pour moi. Là. Puis... Mais toi, tu travailles de la maison parce qu'il y a des fois, souvent, on va avoir des contrats. Comme moi, j'ai un contrat où là, je me déplace, je vais chez clients à tous les jours. Mais dans ton cas, à toi, tu fais beaucoup du développement logiciel de la maison. Puis là, en utilisant l'électronique, tu es capable de transférer les codes sources que tu construis. Oui, pour le client directement, c'est ça. En fait, moi, mon grand objectif aussi en 2007, quand j'ai démarré mon entreprise, c'était pas la consultation. Ça a toujours été d'être, si on veut, un self-funded, donc partir ma business, avoir un produit, puis vraiment vivre de ça. Là. Ouais. Donc, j'ai parti beaucoup de petites startups depuis 2007. C'est surtout là-dessus que je mets mes efforts. Donc, toi, t'imagines des produits, puis là, tu les testes, puis à un moment donné, il y a des go, no-go, puis souvent, tu arrives à la conclusion de dire no-go, on arrête ça, puis on continue. Puis entre-temps, pour payer des comptes à la fin du mois, tu as des contrats de consultation. Exactement. Le no-go, c'est ça. Après un an, si le produit n'est pas rentable, généralement, je le vends. Là. Donc, j'ai vendu 2-3 applications à date. Ouais. Puis c'est des applications que tu avais développées principalement à C#.net? Oui, principalement, exactement. Puis toujours des applications mobiles ou... Non, c'était principalement des SaaS, Software as a Service. Ah, OK. Donc, ouais. Mon premier était assez populaire. Là. Ça s'appelait Twalo, une application Twitter. Donc, il y avait 15 000 usagers. Puis dans ce temps-là, j'étais peut-être pas aussi à l'aise au niveau marketing, donc c'était gratuit. Donc, j'avais pas pensé que les gens pouvaient payer. Que tu aurais un succès avec. Oui, je l'ai vendu. Donc, je l'ai vendu et l'entreprise, 2 mois après, faisait 10 000 par mois de revenus avec mon application. On apprend à la dure. C'est bien correct. Là. Je veux dire, cette expérience est incroyable. Je veux dire, d'avoir 15 000 usagers, je poussais un changement, puis j'allais dîner avec mes enfants, ma blonde, puis là, je voulais tout de suite revenir voir. Il y avait déjà du feedback. Là. Moi, c'est vraiment ça qui me drive, là, entre guillemets. Là. Je veux faire des applications que les gens utilisent. Beaucoup de gens. Mais c'est très difficile. Là. Je veux dire, je me suis comme... je suis un petit peu plus réaliste là, depuis... plus que je vieillis, là, plus que je vois que attends un petit peu. Là, Mais je m'amuse quand même avec mes software as a service. Donc, puis nous, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'on va parler de développement mobile avec toi. Donc, tu as découvert la plateforme Xamarin il y a quoi, 15 mois, 18 mois à peu près? Oui, ça fait longtemps. Je les suis avant avec Monotouch. Ça m'a toujours intéressé. Donc, j'ai comme toujours voulu développer des applications iOS, principalement au début. Puis là, il faut que tu t'achètes un Mac, évidemment. Un coup que tu t'achètes Mac, tu rouvres, tu télécharges leur IDE qui est Xcode. Puis là, tu te rends compte que Objective-C n'est peut-être pas le langage le plus intéressant quand tu viens d'un background C#, par exemple. C'est un langage qui a quand même une vingtaine d'années. Là. Mais qui a un héritage basé sur le C. C'est super intéressant. Moi, c'est pas vraiment le langage qui est mauvais en tant que tel, mais plus, selon moi, c'est l'IDE qui lui rend pas justice. Okay. La syntaxe, on peut s'en sortir après un jour ou deux, là, d'avoir des crochets, puis un paquet de choses un peu hors du commun, c'est correct. Mais je pense que l'IDE, c'est plus là qui est, en tout cas pour moi, le problème. À ta connaissance, moi, je ne suis pas le plus familier avec les gens qui font du développement pour le Mac, mais est-ce que les gens utilisent beaucoup Xcode ou finalement les gens font du Objective-C, mais dans un autre IDE, que ce soit Sublime ou des IDE qui sont plus sur Macintosh? Je suis pas mal certain que la majorité utilise Xcode parce que, je veux dire, le simulateur est bien intégré avec ça. La compilation se fait directement.
C'est pas si pire que ça non plus, là, je veux dire. Ouais. C'est une question d'habitude, j'imagine. C'est juste que le confort de Visual Studio, comme vous avez déjà dit à votre émission, est assez difficile à... Oui, quand tu pars d'une Cadillac ou d'une Ferrari, là, puis tu tombes à une BMW, la BMW est encore bien, là, mais on s'entend, là, c'est pas vieille, là. Mais quand on part de Visual Studio, là, Moi, j'aime beaucoup VR en passant. J'ai vécu quelque chose d'un peu comparable moi j'ai fait beaucoup de développement Java dans les années 98-99 jusqu'à 2000-2001. Puis ces 2 années et demie, 2-3 années-là, je quittais l'environnement de développement Microsoft. Puis là, je tombais dans les environnements Java à cette époque-là. Mhm. Puis je m'ennuyais parce que c'était lent et tout. Surtout qu'à l'époque, les gens créaient leur environnement de développement en Java. Avec les faiblesses, ça pouvait... Donc, je me souviens de prendre l'environnement de développement Java que Microsoft avait construit, programmer, puis après ça, juste utiliser le compilateur natif Java à la fin, parce que c'était la seule façon que j'arrivais à avoir une expérience utilisateur qui avait un peu, en tout cas, que je trouvais satisfaisante pour moi. Là. Ouais. Puis, bon, à un moment donné, les années 2001, quand Microsoft a annoncé .NET, j'ai décidé de revenir... je dis, bon, ça va marcher, cette affaire-là. Revenir au bercail. Oui, je trouvais que ça avait de l'allure. Puis, bon, le futur m'a démontré que c'était un bon choix quand même. Fait que Dominique, si on essayait d'expliquer là, rapidement là, le elevator pitch, là, le fameux pitch de 30 secondes, là, c'est quoi Xamarin? Ben, moi, je dirais que ça permet aux développeurs C# de faire des applications mobiles. Point. Donc, qui cible iOS, oui, exact. Android. Applications mobiles, cross-platform, comme on appelle. Donc, c'est comme write once, deploy everywhere. Donc, puis, ils sont capables de livrer, parce que tout le monde dit ça de nos jours. Là, il y a des plateformes comme ça, il y en a énormément quand même, il n'y a pas juste eux. Mais eux, selon moi, leur grand avantage, c'est que le UI est native. Donc, les contrôles que l'usager voit à l'écran, c'est les contrôles de la plateforme et non un espèce de rendu ou de couche. Exact, pour le propriétaire. C'est ça, qui va être interprété par les différentes plateformes. Là. Exactement. Donc, c'est un peu ça, je pense. Mais je sais pas. Fait que là, si on essaie de comparer un petit peu c'est quoi les options si je veux faire du développement iOS, puis Android, Windows Phone, mes options, on a parlé de Xamarin, mais sinon... il y a la première option qui est l'option native que les plateformes veulent t'encourager à suivre, comme iOS, Apple avec Xcode et Objective-C, Android avec Java et Eclipse, puis Windows Phone avec Visual Studio, évidemment. Oui. Donc ça a un grand désavantage parce que tu peux pas partager ton code source d'un projet à l'autre. Donc c'est des langages différents. Puis ton savoir-faire surtout, parce que d'un coup, tu es en Java, dans l'autre, tu es en Objective-C, puis en Microsoft, tu es en C#. Oui, c'est pas évident. Là. 3 langages, 3 API différents, 3 façons de parler juste aux équipements. Là, si, par exemple, tu veux travailler avec l'accéléromètre ou différents... Donc, c'est tout le temps à réapprendre et à maîtriser. Ah oui, même pour des grosses boîtes, là, je dirais, c'est une charge de travail incroyable d'avoir à maintenir trois codebases qui sont complètement différents. Là. Ça prend des équipes qui sont soit versatiles, donc sont peut-être pas excellents dans tout. Ce qu'on appelle les full stack de ces temps-ci. Mais ce qu'on voit beaucoup, les organisations qui prennent ce chemin-là, souvent, c'est 3 équipes qui sont un peu en silo, parce que des fois, tu regardes une application qui est faite pour le iOS, tu regardes la même application Android, puis tu te dis, oh, regardons ça, leur expérience d'utilisateur n'est pas pareille. Non, c'est ça. On peut voir même qu'il y a probablement une compétition. Il y a la plateforme qui est différente aussi, des fois. Oui, mais même des fois, les métaphores, tu sais, à un certain niveau, tu te rends compte que il y a des différences de vision de qu'est-ce que c'est l'utilisabilité à chaque équipe, parce que probablement que les équipes sont même peut-être en compétition à l'intérieur de l'entreprise. Aussi, les fonctionnalités peuvent être différentes. S'ils ont commencé la version Android après, donc ils ont du temps à rattraper. Non, ils rattrapent. Tout à fait. Mais là, il n'y a pas des options au niveau de développement HTML qui pourraient comme un petit peu nous aider? Mais ça serait moi, je l'appellerais la 3e option. Deuxième étant Xamarin, 3e étant des applications donc, HTML5. Parlons de la 2e. Xamarin, essentiellement, c'est que tu développes en C#, tu utilises leur environnement IDE pour faire les interfaces, puis vu qu'ils te donnent une espèce de méta-langage défini d'interface,
eux vont s'occuper après ça de te faire les rendus qu'il faut pour chaque plateforme. Ben, oui, en fait, à la base, si on parle avant la version 3, donc, tu étais obligé de designer ton interface dans Par Xcode, toi-même. par toi-même dans Xcode. Il n'y avait pas encore ce qu'ils ont lancé la semaine passée. Oui, parce qu'il y a quelque chose de tout nouveau, là, on va en parler bientôt. Là. C'est ça. Donc, au départ, avec la version 2, si on veut, tu étais obligé d'aller dans Xcode, d'ouvrir le même éditeur que si tu avais fait ton application avec Objective-C. Tu designais ton application, version le UI. Puis tu faisais la même chose avec Eclipse pour du côté... Non, ils ont l'éditeur Android était là depuis 18 mois environ. Ah, OK. Ouais. OK. Donc lui, c'était déjà moins pire. Puis si tu faisais le côté Windows Phone... Là, dans Visual Studio, tu étais directement dessus. Ouais. Ouais. Puis là, ben, ils viennent d'annoncer il y a une semaine que, ils te donnent maintenant un designer d'interface utilisateur. iOS, oui, c'est une nouveauté. C'est une des deux grosses nouveautés. En fait, il y en a beaucoup, là, mais je veux dire, l'autre nouveauté, c'est leur abstraction, donc qu'ils appellent Xamarin.Forms. Mais leur designer iOS reste très intéressant selon moi aussi. Là. Donc ça, c'est un chemin qui s'adresse principalement aux développeurs qui ont un background Microsoft, parce que si tu viens d'une historique, mettons, tu as fait du Ruby ou du Java, ça t'intéresse moins parce que le modèle ici, c'est tu programmes en C# et tu travailles même directement dans Visual Studio parce qu'ils ont des add-ons dans Visual Studio. Exact. Puis le troisième chemin, qui est le chemin que beaucoup d'organisations décident de prendre, qui est de développer en HTML avec JavaScript. Donc, essentiellement, c'est d'utiliser le navigateur comme engin de rendu. Oui, en fait, le contrôle, si tu veux, un peu l'équivalent du web view dans un univers desktop. Mhm. Donc, un exemple qu'on voit répété souvent avec ça, les applications HTML5, c'est la grosse failure de Facebook qu'il y a eu il y a quelques années. Ils avaient développé leur application HTML5 et là, tout le monde s'est plaint parce que c'était très lent. Mais, mis à part ça, parce que tout le monde en parle de cette chose-là, selon moi, c'est une très bonne alternative, mais dépendamment des besoins. C'est sûr que tu as des applications comme Adobe PhoneGap, mais pas une application, mais plus un framework qui te permet d'utiliser les contrôles natifs ou en fait les fonctionnalités comme l'accélérometer, par exemple, en JavaScript. Donc, pour expliquer à nos auditeurs, tu développes en JavaScript comme si tu étais dans un navigateur. Oui. Donc, son code est JavaScript et tout. Et là, ce que tu vas prendre, c'est que tu vas prendre un framework comme, par exemple, PhoneGap. PhoneGap, oui. Puis c'est Cordova qui est dans le domaine public, là, la version gratuite. Oui. PhoneGap, c'est une version payante, qui essentiellement vont te permettre de packager ton navigateur avec ton code JavaScript pour en faire une application qui aura l'air native, Oui. parce qu'elle va rouler dans le navigateur. Et avec parce que quand tu fais des contrôles en HTML, tu dois définir ton CSS, donc tu as tes cascading style sheet de représentation. En utilisant les bons cascading style sheet, ces frameworks-là vont faire en sorte que les contrôles vont avoir l'air natifs. Ouais. Ce ne sera pas des contrôles natifs, par contre. Hein? Non, ils vont pas. Ils vont ressembler. On aux va pas les contrôles. ressentir comme étant natifs. Ils vont peut-être ressembler, mais quand on interagit avec eux, ça va être. C'est là où est-ce que les gens de Facebook avaient trouvé des problèmes, c'est que une des problématiques que beaucoup des navigateurs sur les mobiles avaient, c'est que le JavaScript et le rendu étaient très lents. Oui. Ça s'est optimisé, ça s'est beaucoup amélioré dans la dernière année, mais il y a maintenant de cela 18 mois, c'était quand même très lent. Donc là, les gens, quand ils utilisaient l'application, ils trouvaient que c'était beaucoup trop... Exact. c'était pas en anglais, on dit responsive. Comment je dirais ça en français? La capacité de répondre rapidement n'était pas là. Puis là, Facebook a décidé de réécrire les applications en version native, puis ils ont publié partout en disant « c'est pas bon HTML5 ». Mais c'est intéressant ce que tu as dit tout à l'heure. Ça dépend du code d'utilisation aussi. Parce que on retrouve sur le marché beaucoup d'applications qui sont faites en Cordova, PhoneGap, qui sont très bien, tout ça, mais ils ne sont pas aussi lourdes, ils ne font pas autant de choses que, par exemple, ce que l'application de Facebook fait. Non, c'est ça. Puis surtout que Cordova s'en vient avec Visual Studio assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ouais. Je crois que c'était à Build. Ouais. Donc, ça aussi, ça va être intéressant, selon moi, là. C'est une alternative aux 1 000 de Xamarin, par exemple. Effectivement. Finalement, ça dépend de... à mon avis, si tu as besoin des contrôles... Si tu fais une application plus entreprise, avec des contrôles très standards, l'offre de Xamarin est intéressante parce que c'est ça qu'on va vous offrir. Mais si tu as besoin de faire des rendus visuels un peu différents que tu ne serais pas capable d'avoir avec l'abstraction Xamarin Forms,
tu n'as presque pas le choix d'aller à ce moment-là de travailler avec du JavaScript, puis soit d'utiliser des contrôles avec des Non, effectivement. CSS ou littéralement d'utiliser des librairies comme des librairies qui sont basées justement sur le WebGL pour faire Oui. des jeux. Mhm. Beaucoup de gens qui font des jeux, surtout des jeux en deux dimensions, directement en HTML avec finalement le canvas. Oui. Puis Ah ouais. maintenant, les browsers sont assez, en tout cas les navigateurs mobiles, c'est assez rapide que ton jeu va avoir Ouais, ça va être pas mal, mais le grand hic avec Apple, c'est qu'ils n'ont pas le même rendu, ils n'ont pas la même performance dans leur UI, leur UI View. Donc, quand tu fais une application avec PhoneGap, mettons, tu ne roules pas dans Safari mobile. Tu roules dans le contrôle web du framework Coco. Ouais. Et l'engin JavaScript qui roule là-dedans n'est pas aussi performant. Ils appellent ça Nitro. Donc, quand tu es dans Safari puis que tu downloads du JavaScript, il va le compiler en bytecode. Mais leur contrôle UI View ne le fait pas. Donc, c'est une façon de se protéger. Eux, C'est-tu par exprès, penses-tu? ben oui, c'est évident. Oui, c'est évident. Donc, Parce que je sais qu'à un moment donné, Apple n'aimait pas ça. Ils veulent vraiment pas que les gens fassent des Ils applications. n'aimaient pas ça. Que... je le comprends un peu. Regardez ce qu'il y a dans l'Apple Store de ces temps-ci. Je les comprends un peu. Si tout le monde... Et c'est déjà incroyablement complexe de trouver des choses de qualité, en tout cas selon moi. Je les comprends comme un petit peu. Là. OK. Mais Apple, ce qui est difficile pour eux maintenant, c'est que beaucoup de gens mettent leur application gratuite parce que c'est sous forme d'abonnement. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que ça a pris tellement de temps pour Apple d'accepter que Microsoft publie les applications Office. Parce que Microsoft, le modèle, c'est un abonnement. C'est l'abonnement Office 365. Mm-hmm. Et là, Apple disait, moi, je veux avoir des royautés sur l'abonnement Office 365. Puis là, Microsoft disait, Il y en a ouais, il y en a quand Sur ils la sont vente. achetés. du Quand ils App sont Store. achetés dans l'App Store, mais puis encore là, mais eux, ils voulaient comme pour tout, n'importe qui. Puis là, c'est pour ça que ça l'accrochait, parce que Microsoft a dit, mais écoute, moi, si je veux un abonnement à Non, c'est le quelqu'un... modèle à peu près que tout le monde a là, présentement. Là, soit que quand tu l'achètes du App Store, ben là, tu payes ta taxe à Apple. Puis... Apple ont sorti quelque chose que tu peux charger tes users par mois aussi maintenant, puis eux se gardent leur 30% Ah aussi. ouais. C'est built-in dans les... effectivement. C'est leur réponse à ça, parce qu'ils se sont bien rendus compte que beaucoup d'organisations, c'était maintenant le modèle, c'est un abonnement, et on t'offre toutes les applications possibles sur toutes les plateformes, en disant, on s'en fout que tu utilises un Windows Phone, un iPhone, un Android. Nous, on veut te donner une expérience utilisateur à peu près identique sur chaque plateforme. Puis autant même si c'est sur un iPad, si c'est sur une Surface ou même sur un PC. Puis ça tue un peu le modèle d'Apple qui dit non, nous, tout est dans le monde Apple. Ouais. D'ailleurs, beaucoup de gens leur reprochent ces temps-ci en disant mais qu'est-ce que vous attendez à Apple pour commencer à sortir vos produits iTunes sur Windows puis sur Android? Parce que votre modèle de plateforme unique qui est plus viable à long terme. Mm-hmm. En tout cas, parce que tous vos compétiteurs ne fonctionnent plus comme ça. Puis d'ailleurs, quelque part, Microsoft, on avance sur eux. Là. On s'éloigne un petit peu là. Hein, Oui. du sujet, Toujours, là. comme ça arrive à l'occasion. Ouais, Donc, ça, on vient. Donc là, ça, c'est le troisième modèle. Ouais. Donc, Moi, je pense que c'est quand même viable, juste pour boucler la boucle sur HTML5. Je pense que quand même, la plupart des gens connaissent JavaScript de nos jours, donc... Ah oui. Et il y a de plus en plus de frameworks qui vont apparaître, qui vont rendre ça de plus en plus facile. Puis, entre autres, la dernière année, la popularité d'un framework comme AngularJS, qui vraiment va pousser encore plus ce genre de déploiement-là. Puis peut-être pour boucler la boucle là-dessus, tu parlais tout à l'heure là, d'une intégration de Cordova dans Visual Studio à la conférence Build ou à TechEd, ou en tout cas, je pense... C'est Build. Microsoft a annoncé là, qu'il allait intégrer Cordova finalement là, dans l'IDE de Visual Studio là, pour qu'on puisse développer des applications iOS, Android et Windows Phone. Ouais. Fait que ça, c'est à suivre. Ça, c'est en alpha là, présentement. Oui, là. C'est très, très basique, là, mais éventuellement, on pourrait y revenir. Fait que revenons peut-être à Xamarin. Avant, il ne faudrait peut-être pas oublier non plus ce que je vais appeler des tiers parties, des compagnies comme Telerik. Il y a beaucoup de compagnies qui ont aussi développé leur propre IDE avec leur framework. Donc, Telerik, ils ont leur IDE qui s'appelle Icenium avec Kendo UI et qui ont aussi comme une espèce de variante aux autres aussi d'un environnement pour être capable de packager ton application pour déployer vers différentes plateformes, que ce soit iOS, Android. Donc, ces joueurs-là aussi
Ils sont des plus petits joueurs, Oui. mais tout le monde voit l'opportunité, puis beaucoup de joueurs veulent entrer. À terme, est-ce que, à mon avis, comme dans toujours, ça va être un quasi-monopole. Il va y avoir 3-4 joueurs. Oui. Beaucoup de mauvaises langues vont dire déjà qu'Apple ont perdu cette guerre-là parce que vu qu'il n'y a rien ils sont tellement propriétaires que les gens regardent ça en disant ben ça m'intéresse pas de vraiment investir beaucoup dans Objective-C. Donc là, on voit d'un côté, tu as Xamarin qui est bien positionné, tu as Microsoft qui se positionne. Ouais. Sauf que dans le sens que tu utilises une plateforme ou l'autre, quand tu déploies sur leurs appareils, eux autres, c'est des appareils qui vendent. Oui. Fait Mais que, la question, en tout cas, je suis sûr, si tu demandes aux gens de Microsoft, est-ce qu'ils veulent avoir la relation avec les développeurs? Je pense qu'ils considèrent que c'est important à moyen long terme de garder la relation avec le développeur parce que les applications viennent avec ça. Donc, on verra qu'est-ce qui va se passer dans le futur. Oui. Il y en a un aussi en Python qui est sorti, qui a été fondé il n'y a pas longtemps, ça s'appelle Kiwi. Donc, s'il y a des programmeurs Python qui vous écoutent, là, c'est intéressant aussi. C'est ça. Puis, c'est sûr que du côté en tout cas avec Eclipse, il y a aussi beaucoup de projets open source pour amener... Oui. Parce que le développement mobile est au cœur des préoccupations de tous les développeurs. Ah oui, puis le partage de la source entre une application Windows, iOS puis Android est quand même très intéressante, là. Fait qu'avec Xamarin, on peut réutiliser nos sources. Avant la version 3, c'était pas possible. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'était difficile. Tu pouvais faire des pickles, des Portable Class Library, OK. mais c'était pas génial. C'est pas comme aujourd'hui, là. Fait que tu pouvais réutiliser une partie de ta logique d'affaires, de ton, par exemple, l'accès au back-end, tout ça. Ouais. Mais toute la partie front-end, la partie UI, c'était impossible. Oui, exact. Fait que là, ça a changé avec la version 3. Bien, ça a changé. Oui, effectivement, ça a changé. Ils proposent Xamarin Forms, mais par contre, si tu veux vraiment rester fidèle à ce que chaque plateforme te donne, comme des animations spéciales avec Core Graphics, si on veut, avec iOS, là, tu utilises leur designer Xamarin pour iOS. OK, donc tu vas aller un petit peu plus loin au niveau d'animation, Oui. au niveau de rendu. Pour vraiment que ça ait l'air encore plus natif que si tu utilises Xamarin Forms. Mais par contre... Fait Mais que là, Xamarin Form, à terme, ça donne des vrais contrôles natifs. Oui, mais tu n'as pas tout le bonbon visuel, si on veut, de vraiment prendre ton temps. Mais c'est quand même génial. On s'entend qu'ils ont frappé fort avec cette Oui, assez. Ça a fait un tremblement de terre là, dans le domaine mobile. Là. Parce que on s'entend, développer des applications qui ciblent plus qu'une plateforme, c'est pas quelque chose de nouveau. Hein? Moi, j'ai des cheveux blancs, j'ai connu l'époque où est-ce que les gens se disaient « Ah, ça serait-tu le fun si je pouvais développer une application qui ciblerait Windows et qui ciblerait le Mac? » Et il y avait des librairies graphiques en Zinc, entre autres, qui offraient ces choses-là. Toi, Guy, ça me dit absolument ça me dit rien. Hein? Mais moi, ce que je peux vous dire, ce qui était la grande faiblesse qu'il y avait, ces environnements-là, c'est que si tu la développais, il fallait que tu choisisses ta plateforme que tu développais et c'était évident, mettons si tu avais développé en Macintosh, que quand tu tombais sur Windows, que c'était toutes les métaphores Macintosh qui étaient là. Puis les développeurs... Puis le rendu n'était pas natif, le rendu ressemblait à du Mac. Donc les gens n'aimaient pas ça. Donc Xamarin Form, eux, ils ont compris ça d'entrée de jeu, qu'ils ne pouvaient pas utiliser comme juste des contrôles qui sont visuels avec le rendu d'un iOS quand tu es sur une plateforme Android, les gens ils ne se retrouveront pas. C'est pour ça qu'ils veulent utiliser des contrôles natifs, puis on fait juste une abstraction avec le Xamarin Forms. Oui, exact. Moi, personnellement, c'est quelque chose que je trouve vraiment génial parce que c'est les seuls qui font ça actuellement. Donc, ils te permettent de... Le output de ce que tu vas construire est complètement natif. Donc, c'est... Fait que là sur ta forme, tu drops par exemple un bouton. Oui. Le bouton ne sera pas un contrôle natif iOS, Android ou Windows Phone. En fait, je ne suis pas sûr qu'ils ont un designer visuel actuellement. Moi, les exemples que j'ai vus, c'était pas mal tout du code. Je sais que tu peux faire, tu peux y aller avec... C'est une espèce de code à la XAML. Oui, tu peux faire du XAML aussi, mais moi, tous les exemples que j'ai vus, c'était tout en code, c'est du code, littéralement. Oui. Tu instancies tes objets. Mais tu peux faire du XAML aussi, là. Fait que leur idée, eux, c'est de prendre le MVVM, puis de vraiment, tu designs ton application soit en XAML ou avec C#, tu sets tes bindings, mais toute ton interaction, il va être partagée entre iOS, Android. Puis quand tu compiles, l'application, une fois compilée,
Oui. Là, tu vas avoir un bouton qui est natif iOS, Oui. natif Android, natif Windows Phone. Exact. Parce que en fait, quand ils compilent, ça compile sur du IL, comme .NET, mais eux prennent ce IL-là et le transforment en bytecode selon la plateforme que tu veux. Donc, ils ont des bindings que le bouton que tu mets dans ton form va se transformer vers un UI button. Mais il n'y a personne qui fait ça, là, à part eux. Là. À date, non. Comme le truc de PV tantôt que je parlais de Python, eux ont leur propre engin visuel. Donc, oui, ça va te donner une application cross-platform avec un seul code base, mais le visuel, le rendu, il ne sera pas natif. C'est un peu le problème Il va que tu être un peu décrivais. comme faisait Zinc à l'époque. Avec Probablement, exactement. Mais là, les fameuses abstractions que tu as dans Xamarin Forms, j'imagine que tu as des... C'est quoi les contrôles visuels? Tu as des listes? Oui, il y a à peu près une vingtaine, 25 contrôles de base. Tu as des listes, des boutons, les progress bars, les radio buttons. Je veux dire, les trucs de base. C'est ça un peu leur... Avec ces 20 ou 25 contrôles-là, si tu bâtis une application type business, tu devrais avoir amplement tout ce qu'il faut. C'est ça, théoriquement. Si tu veux aller plus loin, là, tu as le designer iOS qui ont sorti. Si tu veux vraiment licher vraiment l'interface UI, ben là, tu as une autre option plus haut. Mais c'est intéressant, ça. Fait que t'es pas pris dans un carcan avec leurs Xamarin Forms. C'est-à-dire que si ça répond aux besoins, au cas d'utilisation pour l'application que tu es en train de développer, ça va. Ouais. Si tu veux aller plus loin pour la prochaine parce que tu as un rendu un peu différent, un peu plus poussé, bien là, tu gardes la partie C# qui est peut-être ton 75% en arrière, puis là, tu y vas plus nativement là, dans ton design. Exact. Parce que c'est ça, avec Xamarin Forms, tu peux monter jusqu'à 85-90% de code qui va être réutilisable parce que là, toute ton interface est aussi... Et pareil pour iOS, Android. Donc, le seul code qui ne sera pas utilisable, c'est quand tu parles vraiment à l'équipement, comme par exemple l'accéléromètre ou pour te dire si ton écran, tu la tournes, ces choses-là. C'est ça. Là, à ce moment-là, ils ont quelque chose de vraiment génial pour ça, qu'ils ont appelé le code sharing. Donc, c'est pas un... Faut pas se tromper avec un Portable Class Library. C'est vraiment à l'intérieur de ton projet qui est partagé entre les deux. Tu peux venir donner des directives de compilation, donc un genre de if-def. Mm-hmm. Puis là, tu dis if-def iOS, là, tu peux faire du code. Même chose pour Android. Fait qu'on peut réutiliser... ils disent combien, là, d'un point de vue marketing? Bien, si tu utilises le Xamarin Form, moi, j'ai vu des 85-90%, parce que dans le fond, ce qui reste après, c'est bon, OK, l'icône pour iOS et Intel... iOS a besoin de... Il faut quand même que tu fasses toutes tes images. C'est ça, il y a des choses qui... Tu sais, il y a quand même des configurations aussi qui sont pas pareilles. Puis pour les gens qui nous écoutent, là, qui n'ont pas de Mac, là, qui penseraient builder puis déployer dans l'App Store leur application iOS, ça prend quand même un Mac. Effectivement. Mais ça, est-ce que je me trompe ou on peut maintenant louer du runtime sur le web pour compiler puis... pas avoir à s'acheter un Mac. Oui, effectivement. Il y a une compagnie qui font ça. Je n'ai pas le nom par cœur, mais je sais que tu peux louer un Mac aussi. Tu peux te brancher Remote Desktop dessus, faire du développement. Il y a Xamarin qui ont lancé un service aussi pour tester, pour du building. Oui, mais ça va être vraiment... Pour builder aussi? Oui, pour builder aussi. J'imagine, dès que tu l'utilises un peu, ça vaut quasiment la peine de dépenser l'argent pour s'acheter un petit Mac à côté parce que ça va assez vite que tu vas le payer toi-même. Moi, c'est ça que j'ai fait. Là. Je veux dire, je me suis acheté un Mac Mini. Tu peux même t'en trouver des usagers pas trop cher. Dans le fond, c'est une petite boîte qui dort là puis qui fait pas de bruit. Elle dérange pas personne. Oui, parce que là, si on utilise Xamarin puis le Xamarin Form, on est quasiment la plupart du temps dans notre Visual Studio sous Windows. Oui. Moi, je suis un petit peu plus du côté Xamarin Studio. À cause que l'intégration avec Visual Studio est assez dispendue. C'est un peu ça qu'on entend sur l'Internet. Donc, c'est quoi? Il y a deux modèles. Il y a Xamarin Studio qui est un IDE. Oui. Donc, ils sont servis quoi? Il y avait un code base open source à un moment donné du côté Monotouch. C'est-tu de ça qu'ils sont servis? C'est monodéveloppe au stéroïde, là, si tu veux, version... Qui ont bonifié. Exactement. Mais par contre, il faut faire attention. Moi, je me suis fait avoir. Là, j'ai installé Xamarin Studio sur mon Windows en pensant que j'aurais pu me brancher sur mon Mac. Un peu comme qu'est-ce que Visual Studio fait, mais non. Ils sont pris à la gorge un peu avec Mac. Ils ne peuvent pas faire ça. Attends, je comprends pas ce que tu dis. C'est qu'ils ont une version de Xamarin Studio pour Windows, Mac aussi. Sauf que la version pour Windows, tu ne peux pas développer sur iOS dans Xamarin Studio. Il faut que tu passes par Visual Studio. Donc ça, j'ai été bien déçu, moi, de ça.
J'imagine que c'est une question de, je sais pas, là, ils n'ont pas le droit, Visual Studio accepte pas, ou Mac, ou je sais pas qui exactement. La version Android sur la version Xamarin Studio sur Mac, tu peux déployer sur Android et iOS. Mais on s'entend, le développeur typique qui fait du C#, lui, va vouloir utiliser l'intégration qui est dans Visual Studio parce qu'il vit dans Visual Studio. Oui, mais c'est ça. Mais ça coûte plus de sous. Mais ça coûte 1000$. Mais tu as 999$, puis là, eux disent que c'est par année, mais tu n'es pas obligé de le prendre par année. Là. Et c'est par plateforme. Oui, exactement. Donc 1000$ pour Android, puis 1000$ pour iOS. 1000$ pour Windows Phone. Ouais. Mais par contre, tu vois beaucoup de choses sur Internet. Là. Il y a énormément. Il y a Scott Hanselman qui a fait un post, je crois que c'est vendredi ou jeudi passé. Puis je lisais les commentaires, puis tout le monde dit tu sais, comment ça c'est cher? Est-ce que Microsoft va acheter Xamarin? Il y a des versions moins chères. Bien, c'est pas juste ça. Xamarin Studio est entièrement gratuit sur Mac. Ça va te prendre un Mac de toute façon pour builder ton application iOS. Fait que moi, je me suis dit, bon, on va y aller avec Xamarin Studio. C'est pas complètement Visual Studio, mais ça s'approche énormément. Je veux dire... Puis cette version-là est $300. Oui, mais tu as une version starter aussi. Si tu veux juste t'amuser, tu vas prendre la version gratuite. Il va te laisser faire une application iOS, Android, tant qu'il n'est pas assez gros. C'est ça qui est génial. Alors, pour les gens qui nous écoutent, là, qui veulent l'essayer, il y a une version gratuite qui est la version Starter. Oui, Starter Edition. Si tu dépasses pas tant de milliers de lignes de code, là, c'est gratuit. C'est malheureux un peu parce que si j'avais rencontré les gens de Xamarin, ils ont comme un coup de pub ces temps-ci que si tu downloads leur version, tu as un projet qui te permet d'aller chercher un T-shirt gratuit. Sauf que leur version roule pas dans leur version starter. Tu es obligé de prendre le trial. Fait que, mais tu sais, c'est bon. Moi, je viens d'un... Je suis un product people. Fait que moi, je suis correct avec ça. Xamarin a une offre incroyable. Faut qu'il fasse des sous. Sinon, ils ne seront pas en business. Puis, je veux dire, il y a des gens en arrière de ça. Là, je veux dire, si on y pense, là, c'est quand même assez ambitieux, leur projet. C'est une petite entreprise qui ont un taux... un churn au niveau des versions de produits, là, ça sort, puis ils font des choses que personne ne font ailleurs. Eux, ils ont été beaucoup avantagés quand Microsoft a annoncé que tout l'engin Roslyn qu'ils mettaient dans le domaine public, pour eux, ça leur donnait un boost parce qu'ils n'avaient plus besoin de faire ça, ils pouvaient réutiliser ça puis se concentrer justement sur les éditeurs visuels. Parce que c'est le défi, là, à un moment donné, tu regardes tout ce qu'il y a à faire, tu dis, ouf, ça me prend des ressources, ça me prend de l'argent. Donc, moi, je pense que ça le vaut. Je ne l'ai pas payé, par contre, parce que moi, j'ai pas de clients. J'ai pas le besoin de produire à ce point-là. Mais c'est sûr que pour une entreprise, c'est quasiment un no-brainer. Là. Tu te souviens-tu des différences entre la version à 300 puis la version à 1000$? Je pense qu'il y a l'intégration avec Visual Studio, malheureusement. Ça. Ben, c'est ça, c'est vraiment ça le problème. Mais quand même, si tu n'es pas intégré à 100% dans Visual Studio, t'as Xamarin Studio, c'est ça? Sur Mac. Comme je dis, tu peux pas développer sur iOS sous Windows, à part que si tu es dans Visual Studio. C'est ça que j'ai trouvé dommage. Puis ça, j'ai communiqué avec des gens chez Xamarin. Parce qu'au début, quand j'ai commencé à faire mes vidéos, je voulais les contacter, je voulais savoir exactement. Puis là ils m'ont dit, c'est une question de licence. On n'a pas le droit de vous laisser développer sur Xamarin Studio sous Windows. OK. Mais en tout cas, comme je dis, Xamarin Studio sous Mac est quand même intéressant. Je veux dire, le File New Project, c'est une expérience Visual Studio, c'est le debugger, les immediate windows, les breakpoints. Je dirais que c'est une copie assez frappante. Là. Ouais. De toute façon, ça te prend un Mac, d'une façon ou d'une autre. Là, mais c'est sûr que c'est confortable avec Visual Studio, ça on se le cachera Parce pas. Parce que l'avantage, c'est que tu bascules pas d'un OS à l'autre. Tu restes dans Windows, par exemple, dans ton environnement Visual Studio. L'autre avantage pour une organisation, supposons que tu décides que tout ton back-end, tu vas le bâtir en Web API. Donc, c'est du C#. Donc là, ton back-end est en C#. Tu tombes dans ton front-end. C'est du C# encore. Donc, en tout cas, pour migrer tes développeurs, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est un chemin qui va finir en cul-de-sac à moyen terme parce que ça ne lèvera pas, ou c'est un chemin qui va se retrouver à être un bon choix parce qu'il va y avoir une grande adoption, ou parce que un joueur comme Microsoft, à un moment donné, va dire, écoute, je vais même acquérir cette technologie-là pour l'intégrer dans mon parc d'offres. Moi, je serais assez déçu parce que je suis pas mal sûr qu'ils mettraient la hache dans Xamarin Studio version Mac.
Puis ça, il investirait juste du côté dans de Visual Studio. Ça, je serais déçu parce que là, ils se couperaient. Il y a des gens, comme tu disais tantôt, les Rubius, il n'y a pas juste des développeurs C# dans le monde. Mais par contre, c'est difficile d'apprendre Objective-C. Puis je pense que de venir vers C#, il pourrait aller chercher un autre. déçu si la version Express, de toute façon, te permettrait de faire ça? Ça veut dire que... Non, mais c'est parce que ces gens-là n'ont pas nécessairement Windows. Ah ouais, c'est ça. C'est juste ça l'affaire. oui, OK, je comprends. Ouais, Puis ça te prend un Mac pour builder. Ça, Apple, ils vont jamais abandonner ce pattern-là. pattern-là. Écoute, Mais peut-être que Microsoft va t'offrir un service sur Azure où tu vas pouvoir builder avec... Ben non, ça prend un Mac. Ça prend un Mac. Ben, il pourrait, Ça prend- il pourrait en mettre en virtual machine. Ouais. Puis... Mettre des virtual Mais wow. machines. Tu peux pas mettre en... Ouais, tu peux... Ouais, non, mais ça prend le hardware, ça prend Ouais, j'imagine un ça. Mac. Mais tu disais tout à l'heure, bon, là on dit ça prend un Mac pour déployer, au moins pour builder. Ouais. Mais il y a moyen de... On n'est pas obligé d'avoir le MacBook Pro à Non. 3000 Un mini. piastres. Ah, un Mac là. Mini à 599, tu n'es même pas obligé de l'acheter neuf aussi. Ouais, je veux dire. usagé, tu peux le trouver à 300-400 $. Exact, là, c'est un les jours refurbish. passés. Exact. Puis Xcode est gratuit, mais ça prend Xcode pour faire la compilation. Donc, OK. Si tu t'en fous, le mini, même si c'est pas la plus grosse, la machine la plus puissante, tu compiles une fois... même si ça prend 3 minutes de plus compiler, non, c'est ça. tu en profites pour aller prendre un café. Ben, Exact. ça compile. Exact. Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y a aussi. Tu vas attendre ce même temps-là aussi avec Visual Studio. Là. En plus, c'est encore pire. Il faut que ton réseau. Ben, je veux dire. Ben, c'est ça, parce que là, si tu es dans Visual Studio, puis là tu compiles tout ça, là, il faut que tu transfères tes sources vers, Ben, c'est ça, lui, vers comme ton il- Mac, puis exact. tout ça. Donc, finalement, tu vas attendre de m'emmener. Là. Mais là, un coup que tu as fait ton application, il faut que tu la soumettes aussi du côté d'Apple pour qu'elle soit publiée dans le store. Ouais. Donc là aussi, il y a tout un processus. Faut que Ouais. tu n'as pas le choix, il faut que tu t'inscrives comme développeur, que tu payes la 99 royauté. par année. Mhm. Ouais. Puis ça, c'est typique, là, on s'en sort pas. Là, tout Ouais, le monde. exact. Puis moi, je sais pas si toi tu as vécu ça, mais j'ai eu des clients qui avaient développé des applications en entreprise qui déployaient par le store. Et là, les mises à jour, Ouais. tu ne contrôles pas l'échéancier. Ah, non. C'est Apple qui décide quand est-ce qu'ils vont te passer la mise à jour. Donc, des fois, ça leur prenait 1 mois, 2 mois avant que la mise à jour se passe parce que, ben, eux autres, ils vont quand ils ont le temps. Ouais, Puis vu que tu es un produit qui n'est pas grand. Qui génère pas de revenus, peut-être? Qui génère pas de revenus, qui est Ah. chose. Donc là, ça va prendre le temps que ça prend. Ah, ouais. Donc là, des fois, il y avait le temps, il y avait soumis, il y avait le temps même de sortir une nouvelle version, parce que 2 mois et demi, puis leur version n'était toujours pas encore publiée. Et les clients se plaignaient et tout. Puis là, ben, eux, ils ne contrôlaient rien. Puis, Explique ça à tes clients, toi. ben, que c'est ils- pris dans la moulinette à Cupertino. Les clients les en regardaient quelque avec un part. sourire en disant bah oui, tu me dis ça, mais c'est parce que tu n'as pas fait ton cas. Tu sais, Ouais, ouais. Les gens ne croyaient pas que c'était ça. Ils croyaient Ouais, vraiment ouais, que c'est c'est ça. Que tu jouais le jeu. Là. que tu n'avais pas réussi à développer et tout. Et là, tu perds la face. Puis, mais ça, c'est bienvenu dans le merveilleux monde des différentes plateformes. Ah, ouais, on ne s'en ressortira pas. Il y a tellement d'applications qui sont soumises là aussi. Ouais. En plus, les nouvelles, mais les mises à jour, comme tu dis, il y a une chose à faire attention avec ça, par exemple. C'est pas assuré aussi que ton application va passer. Parce que même si Xamarin va compiler en bytecode, il y a des chances que tu te fasses refuser. Ouais. Fait que À cause que tu oui, utilises? ça, ils ont ça sur leur site. Là. Il y a une page sur Xamarin que il y a des fois qu'ils utilisent les API Apple de peut-être pas la bonne façon. Donc, supposons la version 5.08, il y avait quelque chose si tu appelais telle fonctionnalité, Apple rejetait parce qu'il savait que ça n'a pas été fait avec Xcode, cette affaire-là. Clic. Fait que Mais là, il y a tellement d'utilisateurs maintenant de la plateforme Xamarin que si Apple décidait du jour au lendemain de dire non, on refuse, il y aurait tellement de mauvaise presse. Là, Ouais. Je pense pas qu'il pourrait faire ça. non, c'est là. ça, mais c'est juste à garder en tête. Il faut garder en tête aussi que tu as à peu près un 4 MB aussi du... Une espèce de runtime. veux pas, le .NET Framework, le base class, il est compilé aussi en même temps. Mhm. Donc ça, il faut garder ça en tête. Au niveau du langage, on développe en C#, mais est-ce qu'il y a des limitations? Est-ce que c'est le vrai C#? C'est une saveur édulcorée? C'est-tu... Mais On est-tu bien? c'est le vrai C#. C'est un beau C# aussi avec les async, tout le kit. OK. Le problème avec ça, c'est un peu... veux pas, il faut que tu apprennes une nouvelle API. L'API iOS ou l'API Android. OK. Donc, ce que je veux dire par là, c'est ils ont vraiment fait des gros efforts pour répliquer
si on veut, un à un, les API iOS et Android, mais quand même, faut que tu les apprennes. Ils ne sont peut-être pas intuitifs. Avec iOS, tu as beaucoup de singleton. Donc, tu es comme souvent tenté à déclarer des nouvelles instances d'objets, mais en fait, il faut que tu appelles une méthode de cet objet-là pour recevoir ton objet. Donc, oui, c'est C#, mais tu as énormément de choses à apprendre. Je veux dire, la documentation du SDK en iOS est ouverte, là, puis tu la lis parce que, je veux dire... Donc, je connais le langage, ça va bien, mais j'ai quand même de l'adaptation au niveau des différents API des plateformes. Puis ça, j'imagine c'est la même chose aussi pour Android. Oui. Ce qui est le fun, c'est que cette connaissance-là, si jamais une personne décidait d'aller vers Objective-C ou Java, ça va être les mêmes. L'API ne va pas changer. Donc, cette connaissance-là est acquise et elle va rester là. Fait que le fait même si on utilise Xamarin, même si on utilise .NET avec C#, le fait de comprendre la plateforme, comment ça va, même de le coder, disons, en Java ou en Objective-C, ça peut être intéressant aussi dans le sens, au niveau de l'apprentissage. Oui, selon moi. Mais moi j'ai toujours... je partais mon vidéo un peu comme ça. Dans le fond, ce que j'aime de Xamarin, c'est que je trouve que c'est un beau entre-deux. Donc, quelqu'un qui part, qui n'a jamais fait de développement mobile, puis qui a un background C#, peut prendre Xamarin puis être vraiment sur pied en dedans d'une semaine ou deux, là, carrément. Tu parles de ton vidéo, c'est qu'on n'a pas glissé un mot, mais tu as fait une espèce de formation où tu montres aux gens comment écrire un jeu avec Xamarin. Puis, donc, nos auditeurs, on va mettre le lien, ils peuvent facilement aller chercher ça. Puis, c'est une bonne façon aussi d'apprendre à maîtriser l'environnement Xamarin, en tout cas avec un cas concret. Oui, je ne voulais pas faire de pub là, ou quoi que ce soit. Là, je sais pas. Non, c'est correct. Ça sera coupé au montage au pire. Là. Non. Mais blague à part, c'est ça. Je trouve que Xamarin, pour quelqu'un qui n'a jamais fait de développement mobile, c'est une belle étape. Puis, si jamais après, tu as besoin de performance ou quoi que ce soit, les connaissances que tu as apprises avec l'API, ils vont te suivre avec Objective-C. Mais moi, je dirais, si tu viens d'un background C#, mettons quelqu'un qui, dans sa vie, a fait juste du Ruby, je lui dirais, va pas apprendre C# pour faire Xamarin. Va apprendre JavaScript et prends le chemin de la plateforme HTML JavaScript, qui, à mon avis, va toujours rester vrai pour au moins les 10 prochaines années parce que le JavaScript va être partout. Ça dépend qu'est-ce qu'il veut faire. Je veux dire, une application PhoneGap ou en tout cas Cordova, on la ressent, c'est pas facile à faire. Mais c'est beaucoup plus facile, là, mais je veux dire, c'est quelqu'un qui est habitué avec JavaScript va bien s'en sortir, mais les utilisateurs aiment pas mal moins ça. Tu n'auras jamais des bonnes reviews. C'est un peu ça que Facebook disait. Veux pas, déjà en partant, si c'est une application HTML5, tes reviews vont déjà être plus basses. Parce que tu n'as pas la sensation que pourquoi que mon téléphone, qu'est-ce qui se passe, comment ça que c'est lent ou tu sais. Mais moi, je dirais carrément oui, ça serait une bonne idée, même pour quelqu'un qui connaît du Ruby, d'aller apprendre C# parce que son même code va être partagé entre iOS et Android. Chose qui... avec donc, JavaScript aussi. Mais ça veut dire qu'on croit vraiment que la plateforme va avoir une pérennité. Puis c'est ça qu'aujourd'hui... Ben là, ça fait combien d'années maintenant que Xamarin est là? 3 ans? 3 ans, oui. 3 ans à peu donc, près, déjà, c'est une preuve qu'ils sont probablement là pour durer. Mais je dirais, on s'entend-tu que les prochains 18 mois sont une espèce de ça passe ou ça casse? Ouais. Parce que pour eux, c'est soit qu'il y a une large adoption... Je pense pas que ça va casser. Puis, ce qui est intéressant, là, c'est que Microsoft les considère maintenant comme des partenaires. Ils ont été à Build, ils ont été dans les keynotes à Build puis à TechEd. Ils ont été présentés comme des partenaires. C'est plus... Moi, je me souviens, ça date de longtemps, mais quand Miguel Descassa a commencé son mono, puis il a soumis pour faire une présentation à TechEd. Puis même, c'était un Bird of the Feather. C'était des gens de la communauté, là, une après-midi ou une journée de gens de la communauté. Je me souviens que Microsoft... l'avait barré, l'avait enlevé de l'horaire, puis non, c'était il fallait pas parler de ça, mono, c'était tabou, puis tout ça. Écoute, puis on maintenant, monte en 2005, à peu près. Mon Dieu, ouais, 2006, à peu près, une dizaine d'années. En tout cas, dans le temps où Microsoft n'avait toujours pas encore saisi que open source, tout ça, ils ont fait leur chemin. Hein? Puis là, maintenant, ben c'est des partenaires, puis c'est comme dire, ben regarde, tu développes tes applications mobiles avec C# sur Xamarin, mais tu vas sûrement utiliser un backend Azure, peut-être. Sûrement.
tes services sont là avec Mobile Services. Donc, nous autres, on va continuer à vendre des heures Azure. Là. Donc, c'est une symbiose là, qui est intéressante. Là. On peut dire quasiment que le chemin maintenant Xamarin C#, c'est un peu le nouveau chemin qu'offrait à l'époque Silverlight en disant, ben regarde, tu vas être dans un monde Microsoft et tu vas être capable de pouvoir déployer vers toutes les plateformes. Là, à l'époque, c'était web, là, on s'entend. Mais c'est un peu la nouvelle promesse que fait Xamarin, c'est continuer à prendre, à réutiliser ton savoir-faire C#, puis utiliser l'outillage Microsoft et avec le back-end Microsoft, puis créer des super applications que les gens vont utiliser sur un iPad ou une tablette Android. Puis, ça, c'est une autre question. Tiens, bon point, Mario. Là, on parle de téléphone, d'application mobile. Ça inclut-tu aussi les tablettes? Oui, moi, je parlais téléphone à tablette. Là, OK, donc juste pour être certain. Le fameux Xamarin Forms, si tu vas vers tablette, les contrôles vont s'adapter pour être vers des tablettes. Oui, exact. Ils ont un contrôle qui est grid, donc lui est un peu plus responsive, un peu comme le grid de WPF, par exemple. Mm-hmm. Donc oui, tu peux, ton application va être responsive par défaut. Il va se réajuster. Ouais. Et la joie de tester sur des dizaines de form factors. Puis, là, ça, c'est l'autre question que je voudrais aborder avec toi. C'est pas les premiers à dire ça. Build once, run everywhere. Java a eu ce motto-là pendant 10 ans. Et les gens, en joke, disaient, ouais, mais on débug sur toutes les plateformes. Run once, debug everywhere. Donc là, est-ce que l'expérience, à date, ce que tu as pu expérimenter, on se retrouve-tu à partir un débugger dans le code Android, puis c'est pas la même expérience que quand je suis dans mon... Ah non, c'est pareil. Là. Je veux dire, surtout avec l'intégration avec Visual Studio, je veux dire, t'as la même expérience que si tu débugs une application à MVC, par exemple. L'affaire qui arrive avec Android, c'est sûr, là, tu parles l'émulateur, puis là, tu vas dîner, tu vas te coucher, puis tu reviens. Le lendemain matin, il devrait être parti. Là. Mais non, sinon, c'est la même chose, ouais. Oui, puis le défi, là, c'est de tester là, dans plusieurs form factors, parce que sur la plateforme Android, il y en a des centaines et des centaines et des centaines. Ah oui. Là, chez Apple, là, tranquillement, pas vite, là, on commence à en avoir une série. Puis du côté de Windows Phone, ça commence. Là. Mm-hmm. Puis là, on va avec le Surface 3, on va avoir même problème. D'autres form factors. Justement, à ce propos-là, les fameuses abstractions qu'ils font, Xamarin Forms, souvent, la façon de réussir à s'adapter, c'est d'aller chercher pas juste la dimension de l'écran, mais aussi le DPI, donc le nombre de pixels au pouce, pour savoir est-ce que je suis avec un device qui a une grosse résolution, petite résolution, probablement pour savoir quelle image utiliser, mais aussi quelle grosseur faire pour que ça soit de la bonne grosseur pour les doigts. Les fameux écrans Retina. Ça, est-ce qu'il donne tout ça, Xamarin, pour être capable de pouvoir... tu sais, par exemple, nous, on sait que, par exemple, si on développe une application en JavaScript, ben si ton engin, par exemple, qui va lancer ton application, il va falloir qu'il passe en paramètre toute cette information-là pour que le JavaScript l'aide, parce que le JavaScript, il ne connaît rien de la résolution. Mais quand tu es dans Xamarin, est-ce que tu as des API pour dire, hey, je veux savoir combien de pixels au pouce que j'ai? Oui, ils ont tout ça. Tu peux même avoir des directives de compilation, ou en fait, c'est plus des fonctions, c'est pas des directives de compilation. Puis tu as aussi les trucs built-in de iOS là, que tu peux mettre juste dans ton image, tu peux mettre 2x. Puis il va, pour les versions Retina, il va prendre cette image-là. C'est built-in dans la plateforme iOS. Je veux dire, c'est pas vraiment Xamarin qui offre ça, mais le runtime iOS, si on veut. C'est ça. Finalement, Xamarin l'expose. Oui, exactement. Mais tu as quelques trucs avec Xamarin aussi qui te permettent dans ton code, de faire une fonction. Fait que tu peux faire un if, par exemple. Bon, OK, est-ce que je suis Retina ou est-ce que je suis... Parce que moi, c'est pas tant les plateformes à iOS, il n'y en a pas de 36 000 saveurs, même s'il y en a de plus en plus. C'est Android. Là, tu peux avoir du n'importe quoi. Puis là, à un moment donné, comment tu fais que l'expérience utilisateur elle soit un peu consistante par rapport à ce que tu voudrais que l'utilisateur utilise. Puis tout à l'heure, Windows Phone, puis les applications Windows, on s'en vient aussi avec beaucoup de grandeur possible. Parce que il y a des panoplies des tablettes. Mais ça reste que tu sois avec Xamarin, que tu sois natif, là,
tu as le même défi. Ah oui, Oui. c'est un problème. c'est le Mais la problème. question, c'est si tu utilises l'abstraction de Xamarin, vas-tu être capable d'aller le chercher? Puis tu me dis oui. Ben, avec le grid. Avec le- Sinon, ben là, il va falloir que tu te crées peut-être plusieurs interfaces pour chaque grandeur, un peu comme qu'est-ce qui se fait actuellement. Mhm. Ouais. Tu n'auras pas le choix, je veux dire. Mais le grid est quand même très intéressant. Tu vas virer ta tablette de côté aussi, il va se réajuster. Mhm. Ouais. OK. Écoute, ça semble prometteur, hein? Toi, en tout cas, t'as l'air d'être avoir un point de vue positif par rapport à ça. Oui, j'aime ça, parce que c'est sûr que le développement mobile, c'est difficile, on se le cachera pas, là, je veux dire, puis ça prend un sérieux courage, là, embarquer là-dedans, puis dire, regarde, OK, il faut que je maintienne un code base, Objective-C, Java, etc. Donc, c'est sûr que l'offre de Xamarin est assez intéressante. Surtout pour des clients qui, tu as un client qui te dit, bon, il veut une application iOS puis Android. Là, tu te dis, ben, si je le développe sur 2 plateformes, ça va te coûter 2 fois le prix. Oui, exact. Là, le client dit, pourquoi c'est cher? Fait que là, on peut s'arranger avec Xamarin Form, Xamarin Studio ou dans Visual Studio pour partager une partie du code base finalement, puis éventuellement réduire un petit peu les coûts face à nos clients. Là. Exact. Puis un coup que tu as acheté la licence, comme tu disais tantôt, vu que c'est par plateforme, donc on pourrait penser que ce serait $600 pour une version. Donc, un coup que tu as acheté, le prochain client est déjà plus intéressant. C'est sûr, si on le regarde personnel, on peut trouver que c'est beaucoup d'argent, mais c'est pas pour une entreprise. Ah, c'est rien. C'est peut-être là. pas une grosse dépense, parce qu'on parle de 1 000 $ pour l'environnement Xamarin. Oui. Bon, les compagnies sont déjà équipées pour que le développeur ait ce qu'il faut pour être capable de faire du Visual Studio et compagnie. Oui. Probablement, il va falloir qu'il s'achète un Mac, mais un Mac qui pourrait être partagé par plusieurs développeurs. Pour faire la version iOS. Oui. Est-ce que tu recommanderais, quand on bâtit l'expérience utilisateur, commencer avec la version Mac en premier ou... Pour une entreprise, moi, j'irais carrément avec le 999. Je veux dire, il y a un plan plus haut aussi. Il y en a un à 1800. Donc, Avec le support. Là, exact, puis, exact. Donc, Mais ce que je veux dire, c'est si tu construis une application, ça va dépendre... En réalité, le choix va dépendre plus de quel équipement les utilisateurs vont avoir. S'ils ont des iPads, ben, tu vas construire pour l'iPad en premier. oui, effectivement. Mais tu peux quand même t'en sortir avec le simulateur Android si tu n'as pas de... Mais c'est sûr que tôt ou tard, il faut que tu t'achètes le device pour bien tester, parce que l'émulateur, ça vaut presque rien comme test. Là. Tout à fait. L'autre chose que j'ai lu beaucoup, c'est que les gens maintenant recommandent de plus en plus de ne pas partir avec c'est pas partir avec, par exemple, ton PC ou ton iPad, partir avec ce qui est le plus petit. Le plus petit. Puis après ça, reconstruire l'expérience utilisateur vers les plus grosses devices, puis essayer d'avoir une cohérence entre les différents. Donc, que ce soit sur le téléphone ou après ça, quand tu tombes sur la tablette, ça demande beaucoup de défis, de réflexion, comment on construit l'interface utilisateur, mais c'est ce qui va créer une expérience un peu cohérente, dépendant... c'est sûr qu'on doit supporter sur plusieurs devices. Si on est en entreprise et on décide qu'on fait juste développer pour iPad, bien là, on construit pour iPad, puis on dit, bien ici, c'est des iPads. Mais de plus en plus, il y a beaucoup d'organisations, c'est les gens qui vont amener eux-mêmes leur bidule. Donc, puis là, tu as un défi. Comment tu construis l'interface? C'est plus coûteux l'entreprise. Ils sont peut-être mieux d'acheter toute la même affaire d'abord. Oui. Mais des fois, tu ne contrôles pas. Non, c'est sûr. Surtout si tes employés, tu peux contrôler, mais si tu n'es pas des employés, tu ne les contrôleras pas. Ils vont Non, arriver avec ce qui... Puis là, on a parlé beaucoup de iOS, donc d'applications Apple, d'Android, mais on oublie aussi, là, il y a le Windows Phone, là. Oui, mais qui est Windows Phone, supporté, il est déjà... Dans Visual Studio, c'est déjà réglé. Je veux dire... Mais quand même, si tu veux essayer de partager ton code base, il va être compilé avec Mono, en fait. Là. C'est possible. Là. Oui, parce que l'implémentation Mono est quasi, d'après moi, 100%. Ce que tu écris en .NET qui est compilé avec le compilateur de Microsoft est compatible. Ou en tout cas, une grosse partie, ça dépend. Là. J'ai une petite question par rapport aux Xamarin Forms. Oui. Quand tu le fais, quand tu bâtis ton UI, là, tu génères ton application iOS, Android, mais est-ce que tu peux générer aussi Windows Phone? Pas dans Xamarin Studio Pas dans Mac. Non, il faut que tu ailles dans... Là, à ce moment-là, c'est ça qui est un peu dommage. Il faut que tu prennes ton code, que tu te le transfères d'une façon X sur ta machine Windows. Okay. Là, tu rouvres ton projet avec.
OK. Visual Studio. Avec la version à 1000 de Oui, Xamarin. exact. Mais il y a des trials. Là. Tu peux faire un essai gratuit de 30 jours, mais ouais. OK, mais ce serait possible avec le attends un petit peu. Le Xamarin Form, lui, il roule dans... Mais c'est parce que le Xamarin Form va te donner le UI, mais tu ne pourras pas le tester dans ton Mac. Tu ne pourras pas partir l'émulateur. Oui, je comprends. Mais pour Windows Phone, je pourrais utiliser Xamarin Forms. Oui, c'est... Oui. Dans Visual Studio ou dans Xamarin Studio ou dans les deux? Dans Xamarin Studio version Windows, ça tu me poses une colle, je sais pas. OK, c'est pas grave. OK. Mais ce qui est important, là, c'est de pouvoir utiliser là, notre code base. Donc, on s'entend que Xamarin, ils vont pousser beaucoup pour améliorer l'offre du add-in dans Visual Studio parce qu'en entreprise, l'entreprise, elle va dire, moi, j'ajoute la version à 1800 parce que je veux le support. Oui, c'est ça. Et mes développeurs sont dans Visual Studio parce que c'est leur environnement dans lequel ils vivent. Oui. Puis, pour une grosse Mais je suis pas organisation, sûr, même moi. Je suis pas sûr. C'est plus cher que Visual Studio, Je par suis pas exemple. C'est ça qui est sûr, moi. incroyable. Parce que le plus grand nombre de développeurs n'ont pas Visual Studio. Ce pas des développeurs qui sont habitués dans l'environnement Visual Studio, Windows et tout ça. Des la développeurs... clientèle Xamarin, tu penses pas? Non, mais il y a une clientèle qui est plus grande que la clientèle de Visual Studio qui fait déjà des applications iOS puis Android. Fait que... Ouais, mais ils ne sont pas des développeurs C#, ces gens-là. Ouais, c'est vrai. C'est comme, tu sais, pas de réponse Je intelligente. parle d'un développeur, mettons, qui vient de la communauté Ruby, là, puis C#, puis souvent, même, ils ont un parti pris négatif en disant c'est une affaire, langage propriétaire de Microsoft. En parlant de langage, je ne sais pas si vous avez vu aujourd'hui, c'était la conférence des développeurs Apple. Oui. Apple a annoncé un nouveau langage. Ah, oui. Il s'appelle Swift. Oh. Donc, c'est un langage qui ressemble un petit peu, qui est ce que j'ai vu rapidement, là, qui ressemble un peu à C#, Java, donc plus évolué qu'Objective-C. Mais quand tu compiles, finalement, ils utilisent le même runtime que Objective-C. Donc, ils ont annoncé une évolution là, de leur côté. Là. OK, donc ils se rendent compte qu'Objective-C, c'est une barrière. Il était temps. Barrière. Quand tu n'as pas le choix, tu n'as pas le choix, là, mais Mais effectivement, là, une bonne évolution. Ils vont offrir un IDE, puis tout ce qui vient avec. Xcode, toujours. C'est le même IDE qui évolue. En tout cas, après ma barre, je suis peut-être pas la clientèle cible. Je peux pas dire que je verrai même pas voir sur le site web qu'est-ce que ça fait. Je vais attendre... On va attendre les échos. On va voir s'il y a une grosse traction. C'est parce que tu es encore pris dans une seule plateforme. C'est un peu ça qui est l'idée. Là, Ben oui. Moi, c'est là que je pense que Xamarin peuvent frapper fort vers d'autres communautés. C'est oui, peut-être que C# du point de vue quelqu'un qui développe en Python ou en Ruby peut être pas très intéressant, mais par contre, si tu leur vends ça, dis regarde, si tu apprends ce langage-là, non seulement tu vas être capable de déployer sur iOS, mais Android puis Windows Phone en même temps. Il y a quelque chose qui est bien, c'est que il y a un esthétisme dans le langage. Quand tu regardes le langage C#, il est construit... c'est difficile pour un développeur, le moindrement intelligent, de trouver du négatif pour du négatif. Mais un développeur Apple va dire la même chose d'Objective-C, Mario. Ouais, on n'a pas dit qu'Objective-C c'était un mauvais langage. On a juste dit que c'est difficile avec l'environnement. Ouais. Ben, il est quand même corsé à apprendre. Ça date de quelques années. Là. Ouais, puis bon, il y a quand même... Tu dis le mot pointeur à bien du monde, là, puis il y en a qui partent Ça en serait courant, un langage si fabuleux que ça, avec la popularité qu'a eu la plateforme Apple, la planète entière aurait migré vers... puis elle n'a pas migré. Parce que les gens n'ont pas le choix. Donc, ça démontre qu'avec quelque part, il y a une barrière. Il y a une barrière à l'entrée. Écoute, Dominique, c'est fort intéressant. Oui, Donc, ça fait un merci. bon tour merci beaucoup à vous d'horizon. de m'avoir invité. Puis, comme on disait, on va inviter nos auditeurs à aller voir ton site parce qu'il y a une très bonne formation. Ça veut dire d'une façon aussi, même si on disait, pour partir, vous pouvez aller chercher toutes les versions gratuites, mais aussi juste pour voir comment ça fonctionne. À passer à travers ton vidéo, ça permet aux gens de voir comment on peut faire du développement avec Xamarin, puis avoir un peu de vécu par personne interposée, mais c'est quand même une bonne façon de pouvoir de se faire déjà une tête sur est-ce que ça m'intéresserait ou ça ne m'intéresserait pas de l'essayer. Ben oui, exact. Donc, on va mettre le lien. Puis encore une fois, on te remercie. Ouais. Nous, Guy, on a une dernière émission avant les vacances d'été au début juillet. Mhm. Donc, on va souhaiter bonne programmation à nos auditeurs. On va revoir en juillet. On va parler de développement Microsoft Office 2013.
Ah le ouais, nouveau on va modèle parler de JavaScript ça. et tout, OK. avec Eric Renaud. Donc, Oh. Ça va être intéressant. oui, mais en tout cas, on va parler de quelque chose qui est nouveau. Certains développeurs ont déjà fait le saut. Donc, puis Eric va nous parler de ses expériences pratiques avec cette plateforme-là. Excellent. Donc, ben, sur ça, on vous souhaite bonne programmation. On se revoit début juillet. Au revoir. Bye bye.